Donc il est maintenant 15h15. J'espère que vous avez pu faire le tour des kiosques, de tous les kiosques, et de voter surtout. Parce que dans 1 minute, il va être trop tard. Donc j'espère que tous ces kiosques vous auront intéressé, appris, que vous avez fait des découvertes aussi, et puis que vous allez ramener cela chez vous. Les résultats vont être bientôt dévoilés. Je sais que pour vous, le suspense est absolument insoutenable, mais ça va venir. Alors, je suis un petit peu rassurée parce que la conférence qui suit, je pense, va nous faire tout oublier. Le thème de cette conférence, la médecine spatiale et la télésanté. Je suis fière de vous présenter Madame Annie Martin, notre conférencière. Madame Martin est titulaire d'une maîtrise en kinésiologie, puis d'une maîtrise en ingénierie, en management de la technologie et d'un doctorat en génie industriel. Depuis 2005 et un stage avec le groupe de médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne, Madame Martin n'a jamais quitté le domaine de la médecine spatiale. Elle occupe actuellement le poste de gestionnaire du portefeuille Nouveaux Horizons en santé et elle travaille entre autres sur la mise en place de stratégies et de projets technologiques pour préparer les futures missions habitées sur Mars, vers Mars. Peut-être pas y rester, mais vers. Et lorsqu'elle parle de son poste au sein de l'initiative Nouveaux Horizons en santé, elle se compare, je cite alors, à un capitaine de bateau qui essaie de faire ramer tout le monde dans le même sens en pointant dans la bonne direction à prendre. Alors, que ce soit en bateau ou à bord d'une fusée, laissons-nous embarquer par cette conférence qui s'annonce passionnante et par cette conférencière inspirante. Donc, Madame Annie Martin, on va pouvoir l'applaudir, puis j'espère qu'elle est parmi nous. Oui, je vous avais pas reconnu. Je vous laisse la parole. Je suis désolée, j'ai tout lu sur vous, sur Internet. Je ne vous ai même pas reconnu. Honte à moi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci pour cette introduction et aussi pour l'invitation à venir vous parler de mon travail qui me passionne vraiment beaucoup, puis que vous puissiez venir avec moi un peu la tête dans les étoiles pendant un certain temps, mais en gardant bien nos pieds sur terre. Et le Canada et l'industrie spatiale est impliqué en télésanté de différentes manières. Bien entendu, moi, je vais vous parler davantage du travail qu'on fait avec nos astronautes pour les garder en santé lors de leur mission spatiale et vers le futur, donc pour nos missions vers Mars. Mais l'implication du secteur spatial en télésanté date de beaucoup plus longtemps. Il y a un peu plus de 50 ans, le lancement des satellites de communication ANIC a permis des projets en télésanté, entre autres en Saskatchewan, mais à divers endroits du Canada. Et donc, ce satellite-là faisait du Canada le premier pays à lancer des satellites en orbite géostationnaire pour des besoins, pour un usage domestique. Et puis, géostationnaire, peut-être un mot technique, c'est environ à 36 000 km de la surface de la Terre. Et le satellite va à la même vitesse
que la rotation de la Terre, donc ce qui en fait un satellite dans une position relativement stable pour permettre les communications. Pour donner un peu de référence, le Canada est aussi impliqué au niveau des satellites d'observation de la Terre. Donc, on a les satellites RadarSat, donc qui utilisent une technologie radar pour permettre des images du Canada, donc pour l'agriculture, la navigation, tout ce qui est pêche et océan, etc. Et ces satellites-là sont environ à 800 km. Et si on se rapproche encore un peu, la Station spatiale internationale est située à 400 km de la Terre. Donc, le Canada, fort de son expertise dans l'industrie spatiale, est évidemment impliqué dans plusieurs secteurs. Hein. Je vous ai parlé, oui, de la santé, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais les satellites de télécommunication, la robotique, etc. Et j'ai une vidéo d'introduction pour vous. Est-ce que je dis maestro vidéo? Je ne sais pas si c'est juste la nerd de l'espace à moi, mais chaque fois que je vois cette vidéo, ça me rappelle pourquoi j'aime mon travail. Puis, tu sais, je suis fonctionnaire du gouvernement fédéral, donc vous pouvez vous imaginer que j'ai une dose de bureaucratie aussi qui vient avec ça. Mais se rappeler pourquoi on fait ça, c'est fascinant. Puis moi, en 2008, j'ai été acceptée en médecine et j'ai refusé pour poursuivre dans le secteur spatial. Et je me trouve très choyée d'être avec des professionnels de la santé, des gens comme vous qui travaillent dans le domaine aujourd'hui. Mais je ne regrette pas du tout mon choix et j'espère vous faire aimer un peu plus ce domaine de la médecine spatiale qu'on fait au Canada. Donc, on a vu des images tout à l'heure de robotique. Hein. Le bras canadien a été la première contribution majeure du Canada avec les partenaires internationaux pour les vols habités spatiales. Puis, ce qui a fait qu'en 1983, on a lancé notre première campagne de recrutement des astronautes. Je dis « on » comme si j'en faisais partie, là, mais je ne suis pas si vieille. J'ai de la bonne crème, mais pas tant que ça. Puis, en 1984, hein, le premier astronaute canadien à aller dans l'espace, Marc Garneau, commençait cette histoire du Canada dans l'espace. Et depuis ce temps, on a recruté 14 astronautes. Il y en a 9 qui ont voyagé dans l'espace. Et à présent, nous avons 4 astronautes actifs. Donc, vous voyez ici à l'écran, de gauche à droite, Jeremy Hansen, qui va faire partie de la mission historique Artemis II, qui s'envolera autour de la Lune, donc le retour vers la Lune l'année prochaine. Je vais vous en parler davantage tout à l'heure. On a Jenny Sidey-Gibbons, qui est l'astronaute substitut de Jeremy, donc qui s'entraîne également en vue des missions lunaires. Ensuite, on a Joshua Kittrick,
qui va aller sur la Station spatiale internationale l'année prochaine. Donc ça, pour vous dire que 2025 va être une année assez occupée pour notre équipe de médecine spatiale pour supporter ces vols. Et le dernier, mais non le moindre, à votre droite, David Saint-Jacques, qui est le plus récent Canadien à avoir été dans l'espace, donc lors de sa mission de 6 mois, qui était d'ailleurs médecin, en plus d'être astrophysicien, ingénieur et astronaute, qui a travaillé dans le Nord, donc qui a à cœur aussi tous les avancées qu'on fait au niveau des technologies médicales pour les astronautes, mais leur application, entre autres, pour la santé dans les régions éloignées et la télésanté. Avant de se lancer dans la télésanté et comment on prend soin de nos astronautes, je voulais vous expliquer un peu les effets des missions spatiales sur le corps humain. Donc, lorsqu'un astronaute est en situation d'apesanteur, on parle de vieillissement accéléré. Donc, l'apesanteur fait en sorte qu'il y a une perte de masse osseuse jusqu'à 1 % par mois, donc qui est relativement considérable. On essaie de l'entretenir puis de reconstruire cette masse musculaire avec de l'exercice, inefficace pour le moment, mais on continue de chercher la bonne approche. Perte de masse musculaire, diminution au niveau des capacités cardiovasculaires et au niveau aussi de tout ce qui est proprioception et tout. Donc, à cause de ce vieillissement accéléré dont on parle, on fait de la science pour mieux comprendre non seulement les effets de la gravité sur les mécanismes du corps humain, mais aussi pour mieux comprendre l'évolution de certains aspects physiologiques grâce à ces astronautes-là qui nous servent de sujet pour étudier différents aspects de la santé. Il y a des effets physiologiques, bien entendu, comme je vous ai parlé. Lorsque les astronautes arrivent dans l'espace, l'absence de gravité fait en sorte que le volume sanguin se répartit différemment. On va souvent voir les astronautes avec une face, un visage un peu plus rond à l'arrivée. Le sang est dans la tête, donc ils sont congestionnés un peu plus. Je racontais ce matin que ça fait en sorte que la congestion fait qu'ils peuvent moins sentir dans la station spatiale parce qu'il paraît qu'il y a une odeur qui s'y accumule depuis plusieurs années. Mais ça fait aussi en sorte que la nourriture ne goûte pas la même chose. Donc, ils ont tendance à saler plus. Et on sait que le sel, c'est pas bon pour la santé. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et le sang qui se répartit fait en sorte que lorsqu'ils reviennent au sol, la gravité ramène tout vers le bas. Et ça peut être fréquent que des astronautes puissent perdre connaissance lorsqu'ils arrivent. Donc, si vous voyez des images d'un astronaute dans une chaise roulante, c'est simplement pour s'assurer que devant les caméras, ils ne perdent pas connaissance ou qu'ils risquent de se blesser. En plus des mécanismes physiologiques, il y a tous les aspects aussi de santé mentale. On parle d'isolement, d'éloignement. Et ce qui est arrivé avec la pandémie a permis aussi à nos astronautes à communiquer avec beaucoup de jeunes sur les effets de l'isolement, du confinement et tout, parce qu'ils doivent développer des mécanismes pour mieux vivre avec ça. Leur famille est sur Terre. Ça peut arriver fréquemment qu'il y a des problèmes au niveau de leurs amis, de leur famille. Donc, comment gérer ça à distance? Et tout. C'est 6 mois, ce qui est quand même assez long, mais ils ont toute une équipe d'experts qui les aide. Mais imaginez une mission sur Mars de 3 ans et demi, ça peut être vraiment très long. Mais on essaie de trouver une approche pour s'assurer que nos astronautes demeurent en santé. On s'assure de leur santé avant, pendant, mais aussi après la mission. Les soins de santé pour nos astronautes dans l'espace, si on regarde la station spatiale à environ 400 km, c'est des communications en temps réel. Donc, on a un médecin qui est au sol, donc à Houston, ou encore même de son bureau à l'Agence spatiale canadienne. On est situé pas loin d'ici, près de l'aéroport, sur la route de l'aéroport, boulevard Clairvue. Donc, ça peut être de l'Agence spatiale canadienne aussi qui peut discuter avec l'astronaute s'il y a des inquiétudes. Il y a
des évaluations mensuelles qui vont être faites pour savoir que tout va bien, les signes vitaux sont pris. Mais il y a peu de choses qui arrivent de vraiment critiques dans l'espace parce qu'on mise énormément sur la prévention. Non seulement lors de la sélection, donc il y a des critères vraiment très stricts pour sélectionner les astronautes, mais lorsqu'ils sont sélectionnés pour une mission, il y a des évaluations périodiques qui se font et on s'assure vraiment que l'astronaute est en santé. Il y a une période de quarantaine avant le vol pour s'assurer qu'il n'y ait pas de virus ou de bactéries qui puissent se développer une fois dans l'espace. Et ça fait en sorte qu'on gère le risque le plus possible pour que lorsqu'ils sont dans la station spatiale, il y a vraiment peu de problèmes qui arrivent. Tout peut arriver, cela dit, il faut toucher du bois quand on dit une affaire comme ça. Mais on essaie vraiment de bien gérer comme ça. Puis dans l'espace, beaucoup de gens pensent que les astronautes sont monitorés, la fine pointe de la technologie. Malheureusement, non. Donc, les astronautes ne sont pas monitorés. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. L'accès des données pour développer de l'intelligence artificielle pour les futures missions spatiales est difficile parce qu'on n'a pas de données de nos astronautes. Il y en a dans le cadre de projets de recherche en santé, mais l'équipe médicale n'a pas accès à ces données-là. Donc, ils ne sont pas monitorés, à part quand ils font de l'exercice, pour aider l'expert en exercice à s'assurer qu'il court à la bonne vitesse avec les fréquences cardiaques. Et quand ils vont à l'extérieur, dans des sorties qu'on appelle extravéhiculaires, qui vont à l'extérieur de la station spatiale, parce que là, c'est vraiment un environnement très dangereux et critique. On veut s'assurer du niveau d'hydratation ou encore avec des indicateurs cardiaques, on peut évaluer peut-être le niveau de fatigue ou le niveau de stress de l'astronaute et bien coordonner s'il doit rentrer à l'intérieur ou non. Mais sinon, on n'a vraiment pas beaucoup de données, mais encore une fois, cet environnement-là spatial qui est très risqué, mais on fait tellement une gestion de risque qu'il n'est pas requis de les monitorer en tout temps. Donc, ce qui fait que vous devriez voir l'appareil pour la pression artérielle ou encore pour la saturation en oxygène qui demande de brancher 3 clés USB, je ne sais pas trop. Mais quand ça marche dans l'espace, ça marche et on le garde. Parce que faire voler une technologie, le coût au kilogramme, parce que c'est ça qui coûte cher, hein, c'est quitter la gravité terrestre, c'est énormément cher. Donc, on fonctionne comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que là, maintenant, on se prépare pour les prochaines destinations de l'exploration spatiale vers la Lune et Mars. Et là, enfin, on va pouvoir et on va devoir se tourner vers des technologies un peu plus avancées. Si jamais arrivait quelque chose, hein, il y a toujours le cas extrême qu'on utilise en médecine spatiale, c'est l'appendicite. C'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de prévoir. Ça peut surgir à n'importe quel moment. Et dans la station spatiale, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, c'est retour d'urgence. On essaie la médication. Mais imaginez s'il faut mettre un liquide intraveineux, bien, il faut que l'astronaute se remette dans son habit pour rentrer dans l'atmosphère et revenir avec un choc extrême lors de l'atterrissage qui ressemble, semble-t-il, à un accident de voiture. Donc, le retour d'urgence est possible, mais encore là, peut-être très complexe, dépendamment de la condition médicale. Mais bref, l'appendicite est une situation auquel on pense souvent parce qu'on peut justement pas le prédire et malgré toute la prévention. J'ouvre une parenthèse comme ça, si ça peut vous intéresser. Certains disent « Ah, on va l'enlever, comme ça risque pas d'arriver. » Mais lorsqu'il y a une chirurgie, là, il y a des médecins dans la salle, le mot me manque au moment, quand on fait la chirurgie, puis là, les tissus se referment, mais adhérence, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça peut causer problème dans l'espace. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes à savoir comment les adhérences peuvent affecter le reste du corps et des organes de l'astronaute. Donc, il y a vraiment différentes philosophies. On n'a pas encore de conclusion sur retirer ou non l'appendice. Mais bref, c'est juste pour dire jusqu'où on pense et il faut être prêt à tout.
Hein, c'est des missions qui coûtent énormément de sous, qui sont énormément bénéfiques aussi. On accomplit des choses grandioses avec l'exploration spatiale qui ont des retombées pour la population, mais on veut s'assurer de bien le faire justement pour pouvoir en bénéficier pleinement. Et là, on s'en va bientôt sur la Lune. Hein. Je l'ai parlé tout à l'heure. Jeremy va faire partie de cette mission historique, retourner sur la Lune. Lui, il va faire quelques tours de la Lune avant de revenir, donc une mission d'environ une dizaine de jours. Mais les missions lunaires, vous pouvez voir, hein, c'est 1000 fois plus loin, 100 000 fois plus loin, non, 1000 fois plus loin, 1000 fois plus loin que la station spatiale, avec des délais de communication entre 1 et 3 secondes bidirectionnels, dépendamment de exactement où on est. C'est pas si pire. Vous me direz, c'est pas si pire. Hein? Parfois, les communications sont instables, mais imaginez une situation d'urgence, puis là que tu veux vraiment les aider à réaliser. Ça peut être énormément long à se synchroniser, beaucoup de pratique. Et le défi ultime, ce pourquoi on se prépare et qu'on retourne aussi sur la Lune pour une plus longue durée, c'est les missions vers Mars qui vont impliquer des délais de communication jusqu'à 40 minutes avec des périodes sans communication. Donc, Houston, we've got a problem. Ça ne fonctionnera pas sur Mars. Donc, comment on fait pour s'assurer que pendant une mission de 3 ans et demi, les astronautes vont être en mesure de pallier à toute situation en santé pour assurer la réussite des missions? C'est là que les technologies de la santé et que différents modes de télésanté, hein, même s'il n'y a pas de communication directe entre l'astronaute et le médecin, il y a possibilité par envoi de messages, par envoi de données, d'assurer d'avoir l'expertise requise. Mais pour toute situation nécessitant une action, l'intelligence artificielle, vous vous en douterez sûrement, va devoir jouer un rôle pour supporter l'équipage. Et je vous en reparle un peu plus tard des technologies qu'on développe pour ça. Alors, je vous invite à visiter avec moi la Station spatiale internationale. Vous allez voir qu'on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. J'ai enlevé le son, donc inquiétez-vous pas. C'est une vidéo de la NASA qui démontre comment à l'intérieur de la station spatiale, hein, c'est très chargé. Il y a des fils, il y a du velcro partout. Donc, et l'avantage, hein, c'est qu'il n'y a pas de plafond et de plancher puisque c'est en apesanteur. Donc, ça permet de mettre beaucoup plus de choses, mais évidemment, pour y vivre, c'est pas le plus reposant ou le plus zen avec tous ces équipements-là. C'est un endroit, c'est un laboratoire incroyable en orbite basse. Donc, il y a plusieurs recherches au niveau des sciences de la vie qui s'y fait. D'ailleurs, le Canada, sa priorité au niveau de la recherche sur la station spatiale, focus sur les sciences de la vie. On a plusieurs études sur le vieillissement, sur le système cardiovasculaire. On en a eu sur la santé mentale. On en a eu au niveau de la masse osseuse également avec le projet T-Bone. Et on est très impliqués aussi avec nos partenaires internationaux pour s'assurer d'avoir un accès aux données, mais aussi de coordonner un peu nos activités pour tirer le maximum de la station spatiale. Qui a une durée de vie jusqu'en 2030. Donc, on a récemment, il y a 14 mois environ, reconfirmé notre collaboration avec les partenaires internationaux pour notre collaboration jusqu'en 2030. Où est-ce qu'ils sont en ce moment, la cupola? C'est l'endroit préféré des astronautes où ils peuvent, il y a des fenêtres tout autour et ils peuvent regarder la Terre. Donc, il paraît que c'est l'endroit préféré des astronautes au niveau, aussi lorsqu'ils s'ennuient de leurs proches. Ils voient la Terre hein, de loin qui leur donne une nouvelle perspective sur cette Terre que nous habitons et son rôle. Donc, voilà.
Alors, la station spatiale, évidemment, 2030, si vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver avec la station spatiale, le secteur privé très intéressé à conquérir l'orbite basse, la compagnie Axiom va venir s'accrocher avec la station spatiale, construire sa station, puis ensuite laisser partir la station spatiale, se désintégrer dans l'atmosphère quelque part. Cela dit, il nous reste encore un bon 5 ans et demi à utiliser la station spatiale, au bord de laquelle on utilise la télésanté. Donc, mon lien principal avec la conférence d'aujourd'hui. Les astronautes reçoivent environ 45 heures de formation médicale lorsqu'ils sont attitrés à une mission spatiale. Et il n'y a pas toujours un médecin à bord. Donc, parfois, il y a un médecin. Quand David Saint-Jacques a fait sa mission, il était le médecin de bord. Mais ce n'est pas toujours nécessaire parce qu'évidemment, la personne en charge est le médecin de vol, qu'on appelle, qui est situé au sol à Houston. Pour nos astronautes canadiens, on a 2 médecins de vol qui travaillent pour nous, qui supportent nos astronautes. Lors de leur formation, ils vont bien sûr apprendre à utiliser les technologies qu'il y a à bord de la station spatiale, et c'est des technologies commercialisées, donc peut-être vieilles, comme j'ai dit tout à l'heure, mais que vous avez déjà vu utiliser sans doute. Et aussi, ils apprennent les connaissances de base au niveau de la réanimation, des premiers soins, pour savoir quoi faire si jamais ils avaient besoin de les utiliser. Ils sont aussi invités à aller participer à l'urgence dans un hôpital près de Houston pour bien comprendre le fonctionnement des différents actes médicaux qu'ils pourraient avoir à faire, une prise de sang ou différentes manœuvres, et aussi d'assister, voir un peu la gestion aussi d'urgence médicale potentielle. Et nos astronautes sont entraînés à gérer le stress, gérer les situations. Et une chose que David Saint-Jacques nous disait, c'est que l'important pour lui, ce n'était pas nécessairement d'avoir appris toutes les connaissances pour savoir comment gérer toutes les situations, mais comment arriver lui-même à se gérer dans des situations de stress pour être en mesure de manière lucide et éclairée d'appliquer les procédures qui sont développées. Parce qu'il y a des procédures pour tout. Il y a énormément de procédures, puis comment ça fonctionne à bord de la station spatiale, c'est qu'il y a quelqu'un au sol qui va être prêt à leur dire quoi faire en tout temps. Lorsqu'il y a des délais de communication, c'est là que les choses se compliquent, mais à bord de la station spatiale, ils ont quelqu'un qui peut leur dire quoi faire en tout temps. Dans une situation d'urgence, s'il faut agir vite, c'est là maintenant que se calmer et avoir les bons réflexes, c'est ce qui compte le plus. Une fois dans l'espace, il y a différents outils, comme on peut voir sur la deuxième photo à partir de la gauche. Donc, on voit ici un ultrason au niveau de l'œil. Ils ont découvert, il y a quelques années, que vivre et travailler dans l'espace engendrait un problème au niveau de la vue, au niveau de la forme de l'œil, qui était irréversible. Puis je mets l'emphase sur irréversible parce que ce vieillissement accéléré dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est réversible. Une fois qu'ils reviennent, ils s'entraînent, reconditionnement, et tout revient. La masse osseuse, musculaire, cardiovasculaire, tout revient. Mais au niveau de l'œil, ça, c'est irréversible. Et on est encore en train d'essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là survient. Et donc, sur une base mensuelle, il y a un ultrason au niveau de l'œil pour voir comment le tout se développe. Troisième photo, on voit le centre de mission à Houston. Donc, il y a on voit le mot surgeon, donc c'est le flight surgeon en anglais, son titre au médecin de vol. Et le BMI à côté, qui est l'ingénieur biomédical, donc qui s'assure au niveau des technologies, au niveau de la concentration des gaz dans la station, s'assurer que tous les facteurs environnementaux et technologiques n'ont pas d'effet sur la santé de l'astronaute, et travaille conjointement avec le médecin qui
s'assure que les astronautes sont en santé. Donc, si jamais il y avait un problème, l'astronaute va simplement appeler le centre de mission ou encore, il peut appeler sur le cellulaire. Je me rappelle, notre médecin en chef, à un moment donné, va couper une conversation. Ah, David m'appelle de la station. Donc, c'est un appel qu'on prend, hein, vous comprendrez. Mais non, donc il y a toujours une réponse. Il y a aussi des experts qui sont impliqués, des psychiatres pour la santé mentale qui vont faire un suivi. Donc, vraiment s'assurer avec la communication qu'il y a des experts qui ont accès. Et vous voyez en bas la photo avec David, donc qui a l'air assez cool avec les lunettes, mais évidemment, c'est pour protéger ses yeux du soleil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en position assise pour s'assurer que le volume sanguin reprend progressivement son volume normal pour s'assurer que tout aille bien. Et à sa droite, je vous parlais de lui tantôt, Rafi Koyumjian, c'est notre médecin en chef à l'Agence spatiale canadienne. Et tout va changer, ou presque, avec les missions Retour vers la Lune. On peut voir sur l'image la station Gateway qu'on peut voir, qui va être construite en orbite autour de la Lune. Donc, 2022, on a eu Artemis 1, qui était inhabité pour s'assurer que le véhicule Orion et que les fusées étaient en mesure de bien propulser le tout vers la Lune. En 2025, on va avoir Artemis 2 pour aller autour de la Lune. En 2028, Artemis 4, c'est en 2028. Je sais pas, j'avais pris des notes. Hein? Artemis 3, c'est en 2026. En 2026, Artemis 3 va retourner sur la Lune. Donc, astronaute américain, un japonais qui a été confirmé. Donc, un retour sur la Lune en 2026. Et en 2028, on va commencer à construire la station Gateway avec 2 astronautes qui vont aussi aller sur la Lune. C'est toujours des missions d'environ 3-4 semaines. Et c'est une fois par année ou même aux 2 ans, parce que Artemis 5 va être en 2030 par la suite. Et cette station Gateway va nous permettre de continuer à faire de la science, mais aussi d'avoir des équipages qui vont pouvoir descendre sur la Lune et remonter plus facilement. Si on a un laboratoire en orbite basse, c'est aussi très intéressant de tester vers la Lune. Une différence importante, mais majeure au niveau de l'exploration spatiale habitée, c'est les radiations. À bord de la station spatiale, à environ 400 km de la Terre, on est encore protégé par la Terre au niveau des radiations, même s'il y en a plus que la normale. Mais en s'en allant vers la Lune, on est exposé à davantage de radiation et on ne sait pas encore exactement comment protéger adéquatement les astronautes des différents types de particules. Parce que c'est ça la complexité, c'est qu'il y a différents types de particules qui font différents types de dommages et dépendamment de comment on protège l'habitat, ça peut permettre à, par exemple, si c'est trop épais, il y a des plus grosses particules qui peuvent quand même rentrer, mais qui vont être très dommageables s'ils restent pris ensuite au niveau de l'intérieur du véhicule. Le Canada est excellent pour monitorer les radiations. Donc, on a des technologies canadiennes qui servent à ça, mais on ne sait pas encore comment bien protéger. Et les radiations entraînent des risques importants de mutation de l'ADN et de risque de cancer. Donc, une mission de 3-4 semaines vers la Lune, il y a un risque. Mais imaginez une mission de 3 ans et demi vers Mars. Heureusement, on a encore du temps avant d'aller sur la planète rouge pour essayer de trouver comment protéger. Mais on voit les avancées. Je me rappelle les premières fois que j'ai lu about CRISPR, qui est supposé couper l'ADN, réparer. Je sais qu'on est encore loin, mais qui sait ce qui pourra se développer. Et vous pouvez vous imaginer que ça a fait poser beaucoup de questions sur, mais quel âge vont avoir les astronautes qui vont aller sur Mars? Hein? Imaginez, puis je vous lance la réflexion juste comme ça pour le plaisir, parce qu'on n'a pas la réponse encore.
Mais tu sais, si on envoie de jeunes astronautes qui vont aller pour une mission vers Mars, imaginez tout le temps possible pour développer un cancer et leur vie versus si vous envoyez un astronaute plus âgé, hein, qui a déjà le cancer. C'est pas de même, je l'avais placé, mais il pourrait peut-être guérir d'un coup. Mais c'est plusieurs questions parce qu'il y a des risques, hein, puis c'est des risques qu'on sait qu'on prend. C'est des risques que les astronautes doivent être prêts à prendre, mais en tant que communauté internationale, on doit le faire aussi pour les bonnes raisons. Les retours vers la Lune. Le retour vers la Lune, encore une fois, courte mission, peu de risques, donc des technologies, je vous confirme, plus avancées que ce qu'il y a à bord de la station spatiale. Merci. Et plus on va se diriger vers la surface lunaire, plus le niveau technologique va être important parce qu'on va se préparer pour aller sur Mars. Et là, on va parler de sujets qui vous intéressent peut-être, l'interopérabilité, la santé connectée, l'intelligence artificielle, qui là deviennent vraiment très intéressants avec les applications terrestres. Petite vidéo, mettre l'eau à la bouche de la mission de Jeremy qui s'en vient. Vous m'excuserez, les sous-titres en anglais, ça a été préparé par la NASA. J'ai coupé le son pour l'anglais. C'est quand même quelque chose, hein? C'est une mission historique pour les États-Unis. Ils ont invité le Canada à les joindre, donc on en est vraiment très fiers. Même pas de son, je trouve ça bon. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Vous pouvez googler Artemis NASA, puis vous allez voir avec le son. Mais donc, c'est vraiment des orbites autour de la Lune qui vont le faire et revenir. On veut tester aussi comment on revient d'une mission autour de la Lune, donc qui n'est pas si évident, avec un splashdown dans l'océan. Et j'ai eu la chance, là, ça doit faire 15 ans, ça fait longtemps, j'étais à une conférence et je connaissais personne. Gala, tu sais, on s'assoit à une table au hasard, tu sais, et je m'assois à côté. C'était un vieux monsieur, il avait l'air gentil, tu sais, j'ai dit, je vais m'asseoir là. Je ne savais pas c'était qui, puis là, il me raconte, lui, il a entraîné les astronautes Apollo qui sont allés sur la Lune à faire de la géologie, tu sais, à reconnaître les roches, puis laquelle ramasser et tout. Mais fascinant, l'angoisse de revenir sur Terre. Est-ce que, bien, il y a eu l'angoisse d'atterrir, hein? Je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Je dis « oh », mais j'étais pas là. Mais l'angoisse d'atterrir, il allait manquer de carburant. Il était prêt à avoir une annonce que ça s'était crashé dans la Lune. Les risques étaient vraiment intenses. Et souvent, il y en a qui me demandent « mais pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? » Et je n'ai pas une liste d'arguments, mais ce que je sais, c'est que les risques étaient tellement grands et les raisons pourquoi les Américains le faisaient étaient très différentes de pourquoi on le fait aujourd'hui. Et les risques étaient énormes, hein. Vos cellulaires ont plus de computing power que ce qu'il y avait pour les missions Apollo. Donc, mais aussi, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est le départ aussi avec, et il me racontait l'angoisse et le stress de voir est-ce qu'ils vont redécoller de la surface lunaire. Heureusement, ça a bien été. Fait que c'est pour ça que, là, avec Jeremy et l'équipage qui vont aller autour de la Lune, bien, on veut voir comment ils vont rentrer aussi, revenir sur Terre, faire l'orbite, revenir comme il se doit. Donc, ça va être vraiment une belle mission. Et je vous ai mis des photos. Vous m'excuserez, ce n'est pas de la télésanté, mais je trouve ça fascinant. Notre équipe de médecins était dernièrement sur la côte ouest américaine où ils font des simulations pour ce retour, justement,
de la capsule Orion. Et c'est l'armée américaine qui est en charge. Vous comprendrez qu'ils ont une expertise au niveau de la gestion des possibles urgences ou critiques un peu étranges avec un véhicule comme ça. Et ils ont fait des simulations, parce que quelque chose qui peut arriver, c'est qu'un parachute ne se déploie pas comme il faut. Donc, si le parachute ne se déploie pas comme il faut, le véhicule revient dans une direction qui n'est pas optimale pour assurer. On veut toujours s'assurer que les forces de gravité sont dans ce sens-là pour que le sang reste au niveau du corps et éviter, si c'était dans ce sens-là, que tout s'en aille dans les pieds et là, que manque d'air au cerveau. Donc, c'est un risque qui peut arriver. Et imaginez, là, ils ont fait une simulation en plus. La ceinture, qu'elles sont attachées à leur siège, bien, ça peut briser sous toutes les turbulences qu'il peut y avoir. Donc, s'il y en a un qui se défait, hémorragie crânienne, urgence. Et ils ont simulé ça. Donc, on peut voir sur les photos à gauche, c'est la capsule qui arrive avec ses parachutes et s'assurer que ça flotte. Ils s'entraînent aussi, les astronautes. Si jamais ils arrivent dans une autre direction, il faut qu'ils sortent. Et là, il y a toute une équipe médicale qui se déploie pour, en cas d'urgence médicale. Si c'est une urgence grave, c'est l'armée américaine qui prend en charge avec leurs experts qui vont être déployés sur place. C'est sur les bateaux de l'armée. Mais nos médecins canadiens sont quand même là parce que c'est eux qui ont la responsabilité des soins de santé de nos astronautes. On peut voir sur la dernière photo en bas à droite, c'est chaise roulante. Évidemment, ils vont être apportés sur le quai du bateau où est-ce qu'il y aura des photos pour leur retour, mais ils seront en chaise roulante, encore une fois, pas parce qu'ils ne vont pas bien, mais simplement pour justement éviter ces risques d'évanouissement dus à l'intolérance orthostatique. Et chaque fois que mon boss m'en parle, Rafi, notre médecin-chef, je trouve ça fascinant, son travail d'être là, puis de se préparer à toutes sortes d'éventualités possibles. Et on peut faire des parallèles avec le domaine militaire, le domaine au niveau des désastres naturels et différentes situations comme ça. Donc, il y a un grand partage de connaissances qui se fait entre le secteur spatial et ces domaines d'expertise au niveau de la santé sur Terre. Et évidemment, ce qu'on regarde le plus, c'est le retour sur la Lune. Donc, bien que les missions Artemis dont je vous ai parlé étaient environ 3 à 4 semaines, l'objectif, c'est de s'installer de manière un peu plus permanente sur la surface lunaire pour déployer des habitats et faire en sorte qu'on va pouvoir rester plus longtemps, mieux investiguer comment on peut rester plus longtemps dans l'espace et sur un autre corps céleste et se préparer éventuellement pour Mars, qui est la destination ultime avec nos partenaires internationaux. Il y a plus de 30 agences spatiales qui ont signé l'accord Artemis, donc par rapport à ces missions-là. Mais évidemment, le Canada, les États-Unis, l'Europe et le Japon, on en est les principaux partenaires. Nous, on va fournir un bras robotique pour la station Gateway. On va aussi fournir des rovers en français, des astromobiles, je pense que c'est le terme français, des astromobiles. Bref, des petits véhicules sur la surface lunaire. Et l'autre contribution qu'on espère faire, c'est d'être en charge du système médical qu'on va avoir sur la Lune. Donc, imaginez la clinique lunaire qui soit canadienne, donc par des technologies canadiennes, mais aussi par des spécialistes canadiens qui vont s'en occuper. Donc, l'initiative pour laquelle je suis la gestionnaire Nouveaux Horizons en santé, c'est notre objectif, donc, de s'assurer qu'il y a une contribution canadienne au niveau de la santé. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique de développer des nouvelles technologies d'interopérabilité, de santé connectée pour s'assurer que les astronautes qui seront à bord, qui seront sur la surface lunaire et ensuite sur Mars, bien, pourront prendre en charge leur santé. Donc, on parle de télésanté avancée avec l'autonomie médicale aussi
pour que tout puisse se passer sur place. Et je parle comme ça, interconnecté, pas accès à des expertises, autonomie. Vous faites peut-être des parallèles avec certains défis que vous rencontrez dans votre pratique. On parle des astronautes, pas accès à de l'expertise, des communications qui sont instables ou inexistantes, des retours d'urgence qui peuvent être difficiles ou impossibles, pas accès à beaucoup de technologies, pas de réapprovisionnement qui sont simples. Hein? On parle beaucoup des parallèles avec les communautés éloignées, les communautés autochtones, qui ont des défis similaires. Je comprends, les populations sont complètement différentes, mais les défis au niveau technologique, au niveau d'accès aux soins de santé, ont quand même certaines similitudes. Et c'est quelque chose qu'avec l'initiative Nouveaux Horizons en santé, on prend très à cœur. Donc, on investit dans du développement technologique qui a du sens aujourd'hui, sur Terre pour les Canadiens, en espérant développer pour les missions spatiales du futur. Et en même temps, quelle bonne manière de s'assurer de développer des technologies qui ont du sens au niveau de la santé, parce qu'on utilise dans l'espace, c'est les technologies qui sont validées sur Terre, qui suivent les meilleures pratiques. Et donc qui sont utilisés au sol. Je vais vous donner un exemple de technologie ou d'activité qu'on a financée. On a fait le défi des soins de santé dans l'espace lointain. Il y a Isabelle dans la salle qui était juste là-bas, qui était sur notre jury. Donc, c'était une compétition. On a défié les innovateurs canadiens à trouver des solutions qui pourraient permettre d'améliorer le diagnostic et le monitoring de la santé sur Terre pour éventuellement dans l'espace. Donc, on a eu plus de 100 applications dans la première ronde. On a ensuite eu des semi-finalistes et 5 finalistes de technologies super intéressantes, biopsie à distance, une technologie pour aider au niveau de l'équilibre avec le système vestibulaire, une technologie VR, réalité virtuelle, qui permet de faire pour de l'imagerie à distance, une application au niveau des problèmes cutanés, donc de prendre des photos et d'arriver à faire un diagnostic, et aussi avec la télémédecine. Et notre grand gagnant, Application MD, qui a fait une application qui sauve des vies, littéralement. Donc, c'est une application, et c'est une organisation sans but lucratif, et leur application permet de gérer des activités de réanimation. Donc, ça s'appelle Easy Resus, et c'est basé sur le fait que dans une situation d'urgence, calculer la médication requise, où sont... et l'exemple qu'il donnait, c'était pour un jeune enfant, quelle quantité, quel liquide il faut le mettre. Donc, beaucoup de calculs à faire. Donc, ça facilite beaucoup la prise en charge au niveau de la réanimation. Et c'est une application qui est utilisée par plus de 5000 usagers dans plus de 40 pays, vraiment dédiée pour les médecins. Et c'est notre grand gagnant. Donc, ils ont remporté 500 000 pour continuer leur projet, qu'on espère évidemment envoyer dans l'espace prochainement. Mais c'est juste pour vous dire que notre intention de créer des technologies qui ont du sens sur Terre, elle n'est pas juste mentionnée, on le fait, on le met en pratique aussi dans le cadre de nos activités pour financer des nouvelles technologies. Et une autre technologie sur laquelle on a énormément travaillé, vous voyez en bas à gauche, elle me fait rire cette photo-là, puis je n'avais pas d'autre meilleure, c'est nos modules médicaux en santé connectée. Et on peut voir l'image du milieu, c'est des containers, donc de 40 pieds. Petite ressemblance avec les modules lunaires. Et on a mis au défi les innovateurs en septembre 2022 de créer un système médical interconnecté
dans un container comme ça, donc à penser un peu au flot de soins de santé, on leur a dit, vous pouvez mettre les technologies que vous voulez, ça en prend au moins 4 ou 5. Ça doit faire du sens pour répondre à des besoins en région éloignée et s'appliquer dans l'espace. Et à la surprise de beaucoup de gens, on a eu 19 applications, donc des consortiums qui s'étaient formés, et on a financé 5 groupes à environ 2 millions chacun, et ils ont eu environ 4 à 5 mois pour le faire. Donc, on parle de prototypage rapide, agilité, et c'était l'objectif, on peut faire ça pendant des années avec le même résultat. Là, on leur a demandé de le faire rapidement. Et c'est incroyable l'innovation qui est ressortie de là. Je vais vous montrer. On peut voir en haut à gauche, c'est le prototype de Lunar Medical. On a depuis peu une base lunaire à l'agence, donc c'est notre laboratoire. Et vous pouvez voir ce prototype-là. Donc, évidemment, c'est un mannequin qui est placé au milieu. Et il y a toutes les technologies qu'on peut voir au niveau de signes vitaux. Donc, et c'est tous des outils, des appareils médicaux commercialisés pour un moniteur ECG, il y a un saturomètre, la pression sanguine, la température, il y a le iStat pour les échantillons sanguins. Et tout ça s'en va directement dans un serveur et est présenté de manière intuitive, de manière facile à ingérer les données qui sont là. Et en arrière-plan, il y a de l'intelligence artificielle qui peut signaler des problèmes. Ils ont aussi fait un module comme ChatGPT qui n'est pas du tout évolué. Là. On s'entend qu'il y a du travail, mais la capacité est là. Donc, c'est vraiment un système qui présente toutes les capacités. Et ce qu'ils ont fait aussi, ils ont amené un système expert. Donc, par exemple, on sélectionne, là, vous m'excuserez l'anglicisme, je ne sais pas, dans le domaine médical, comment on appelle ça en français, Chief Complaint, une complainte, Commissaire aux plaintes. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que c'est commissaire aux plaintes. Vous savez ce que je veux dire, hein? On se rend à l'hôpital, puis j'ai mal à la poitrine. Genre, Chief Complaint. Vous dites pas ça en français? Comment? Raison principale? Plainte principale? Hey, j'aime ça, le brainstorming. Motif de consultation, bien, on voit un peu ce que c'est. Donc, raison, motif de consultation. Et après ça, le système, là, je lui dis, j'ai mal à la poitrine. Et il va me dire, OK, est-ce que tu as un problème avec tel type, prendre de l'aspirine ou après ça, c'est comment est la douleur. Donc, un questionnaire, comme un peu un médecin ou une infirmière poserait au patient pour faire un triage, demande de mettre, par exemple, le CG, de prendre quelques mesures. Et ensuite, il y a un diagnostic différentiel basé sur les meilleures pratiques médicales de ce qu'un médecin... Donc, on a comme un peu codé ce qu'un médecin ferait, non pas pour le remplacer, ce n'est pas ici l'objectif, mais c'est un peu pour faciliter, guider, et ça permet de donner un diagnostic différentiel, nous donne le temps d'appliquer quelques mesures avant d'avoir une téléconsultation, par exemple. Et là, j'ai mis l'emphase sur l'idée, ce n'est pas de remplacer le médecin, c'est davantage de donner plus de capacité au personnel qui est présent. Si c'est l'astronaute médecin qui est malade, il faut faire quand même quelque chose. Et on peut s'imaginer dans des régions éloignées où est-ce qu'il n'y a pas de médecin, l'infirmière sur place peut être en mesure d'avoir un support additionnel. Peut-être que le motif de consultation que j'ai pris est simple à vos yeux, hein, douleur à la poitrine, mais il y a différents cas qui peuvent arriver très rarement où on n'est pas certain, puis ce genre
de système expert, évidemment, est requis dans l'espace, parce que si le médecin est malade, Houston, s'il vous plaît. Donc, ça leur permet de le faire également. Donc, c'est le type de système qu'on développe. Je vous ai présenté celui de Lunar Medical. Si on voit l'autre photo, Bound, si vous étiez à la conférence Première Ligne, je dis ça juste comme ça, mais ils avaient un démo de leur solution. Donc, on peut voir l'interface ici, les données. Ils ont une montre aussi au niveau de données bio... C'est pas celle-là, là, mais celle qu'on voit sur l'image, de données biométriques qui vont... Et encore une fois, là, d'une manière interconnectée, donc sans avoir à peser sur 1000 boutons, brancher une clé USB ou quoi que ce soit, les données s'en vont dans le système, accessibles par le médecin qui est en charge ou encore un professionnel soignant à distance. Ça utilise, on voit l'appareil à gauche, c'est vendu commercialement, donc c'est des technologies comme on utilise. Et il y a une caméra aussi pour faire l'analyse faciale. Donc, différentes technologies interconnectées qui vont pouvoir informer le médecin en charge de la situation au niveau du patient. On a d'autres containers, on les appelle nos modules connectés, qui utilisaient beaucoup d'imagerie. Donc, on en a un qui c'est comme spécialisé pour faire de l'imagerie. Donc, imaginez dans des containers. Donc, l'idée, c'est que ce soit mobile. C'était la seule idée pourquoi un container, parce que c'est standard et c'est mobile. Imaginez, ça peut être dans n'importe quel type de moyen de transport, mais comme celui au niveau de l'imagerie, dans des secteurs où les technologies de l'imagerie sont moins accessibles, bien, ça fait une unité mobile, interconnectée, interopérable avec les données. Il y a des dossiers médicaux électroniques dans tous nos systèmes. Et voilà, un autre avait un robot qui servait d'assistant virtuel pour faire en sorte que le patient est en mesure de naviguer dans le module, etc. Évidemment, c'est des prototypes en ce moment, mais une chose qu'on essaye de faire au niveau de la médecine spatiale, nous, ce besoin d'interopérabilité-là, il est essentiel. Il est essentiel parce que l'équipage n'aura pas une formation étendue au niveau de la médecine. Il y aura peut-être un médecin, on espère, mais il ne pourra pas être expert en tout. Et ils ont tellement autre chose à faire, par exemple, il faut qu'ils réparent la toilette, la lumière, il faut qu'ils fassent tout au niveau du véhicule. Donc, comment on peut réduire la charge mentale le plus possible? Bien, des technologies comme ça, interconnectées, peuvent vraiment permettre qui prennent en charge la santé. Ici, on imagine Mars, 40 minutes de délai, ils vont devoir être autonomes. Donc, l'objectif est aussi d'avoir des solutions qui sont faciles à utiliser pour qu'ils puissent être eux-mêmes au cœur de leurs soins de santé. Et c'est des sujets qu'on entend aussi parler au niveau de la santé au Québec. Comment faire en sorte que le patient soit au centre de ses soins, comment on peut faire en sorte qu'il puisse se prendre en charge. Là, je n'utilise pas les bons mots, vous m'excuserez, je suis pas une professionnelle de la santé, mais des technologies qui vont faire en sorte qu'ils vont s'intéresser à leur santé, qui vont faire de la prévention eux-mêmes, vont vraiment les amener au cœur. Et c'est ça qu'on veut faire avec les astronautes. Pas juste ce qu'on veut, on doit le faire parce qu'il y a une présence de risque tellement importante au niveau des missions spatiales que c'est le paradigme qu'on doit adopter pour permettre la réussite des missions. Mais on entend les similitudes avec la médecine terrestre et on veut vraiment miser sur du développement technologique qui va faire du sens. Évidemment, l'Agence spatiale canadienne s'occupe de la santé des astronautes. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans la santé des Canadiens. En plus, c'est des juridictions provinciales, on est fédéral. Allô, la complexité, c'est incroyable.
Mais on essaie de naviguer ça, on fait des partenariats, on parle beaucoup à la Défense, on parle beaucoup à Services autochtones Canada. Vous me direz que c'est fédéral, oui, en effet. Mais via des organisations fédérales qui ont comme mandat de travailler avec les provinces, ça devient le pont qu'on peut prendre. On développe un projet avec le First Nation and Inuit Health Branch, qui travaille, par exemple, avec la Saskatchewan sur des projets de télésanté qu'on pourrait commencer à déployer. Un collègue du CTS que j'ai discuté tout à l'heure, oui, on a eu des discussions avec le CTS, échanger les bonnes pratiques, comprendre comment travailler avec les communautés éloignées, communautés autochtones. On fait beaucoup on travaille beaucoup sur le développement de partenariats pour bien comprendre les besoins terrestres pour qu'après ça, nous, on puisse traduire ce qu'on veut pour nos astronautes dans un langage puis dans des projets qui sont significatifs pour le sol. Certainement, c'est ambitieux ce qu'on essaie de faire, mais imaginez un instant si la clinique sur la Lune pouvait être canadienne. Moi, j'en serais très fière de voir notre drapeau là, mais les bénéfices pour nos entreprises qui vont créer des technologies, comment on va se pencher sur comment on fait la télésanté sur la Lune, tous les parallèles avec les pratiques ici sur Terre. Puis après ça, si on est sur la Lune, on sera dans le vaisseau sur Mars, un Canadien qui s'en va sur Mars pour suivre l'exploration. Ce serait extraordinaire. Et un petit dernier vidéo, je vois le temps qui passe. Encore une fois, pas de son, hein, ça vient de la NASA. Mais on se prépare à aller sur Mars, ce qui va être un très long voyage. Imaginez 4 à 6 mois se rendre avec des effets de radiation en apesanteur et ensuite faire une mission d'environ 1 an et demi, 2 ans sur la surface de la planète, puis après revenir. Pas de retour d'urgence. Il y a un point de non-retour parce qu'après ça, la distance, la position de Mars par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, ça peut devenir compliqué. Donc, pas de retour d'urgence. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Martien. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que tu fais... Mais, n'en demeure pas moins, beaucoup d'aspects humains. Moi, je me suis dit, c'est ma job, ça, c'est ma job. Mais on va arriver à ça un jour et on veut vraiment bien s'y préparer parce que c'est dans la nature humaine d'explorer. On n'existerait pas ici si ce n'était pas des explorateurs qui étaient venus jusqu'ici. Puis on va continuer de le faire et on va le faire en s'assurant de la santé de nos astronautes. Alors, juste pour terminer, j'en ai parlé un peu tout au courant de la présentation, mais il y a différents parallèles qu'on fait. On a beaucoup de conversations avec d'autres secteurs de la santé, les régions éloignées, les communautés autochtones, énormément de similarités. On a invité des infirmières qui travaillent dans le Nord à voir nos prototypes et je peux vous dire que la réaction faisait chaud au cœur. On fait genre « Oh! » On le veut. T'sais. Donc, ça fait du sens un peu ce qu'on fait. Si vous êtes dans le coin, vous voulez venir voir, dites-moi là, on vous fera visiter nos prototypes. Mais on parle dans le Nord, on parle aussi de la défense, aussi les bateaux qui circulent dans le Nord, tout ce qui est les désastres naturels, les gestions de pandémie, déployer des unités mobiles. Nos modules médicaux, c'est des unités mobiles qui peuvent se déplacer, beaucoup d'intérêt, discussion avec la Croix-Rouge également à ce sujet. Et même plus près d'ici, au niveau des paramédics, au niveau des, c'est en anglais ça, les ambulanciers qui ont besoin de technologies portatives, qui ont les 2 mains bien occupées, qui aimeraient peut-être avoir de la reconnaissance vocale avec leur technologie pour les aider. Et pour nous, quand on parle de régions éloignées, on utilise plutôt le terme pour les gens, on parle plus souvent en anglais, là, vous allez trouver que c'est un anglais, c'est un peu là, mais qui sont médicalement éloignés.
parce qu'on peut être dans un centre. Il y a quelqu'un qui parlait de ça tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être à 300 km. On peut être à Montréal et se sentir éloigné et manquer d'accès aux soins de santé. Quand on parle de vouloir vieillir à la maison, peu importe dans quelle région. Donc, à l'Agence spatiale canadienne, on essaie aussi d'être très inclusif sur l'accès aux soins de santé. La télésanté se fait aussi en région urbaine et l'application peut se faire dans n'importe quel milieu du moment qu'on a un éloignement et qu'on veut mettre des technologies pour aider. Alors, voilà. Merci de votre attention. Et merci pour le brainstorming simultané qu'on a eu. On aurait peut-être besoin d'un micro si certains ont des questions. Est-ce que vous acceptez d'y répondre? Oui, bien sûr, s'il y a des questions. Mais... Non, j'ai fait le 1 heure. Je vais vous avouer que je n'étais pas sûre que j'aurais pour 1 heure de matériel, mais il fallait m'arrêter. Oui? Je n'ai pas besoin de micro, on va parler fort. Ah, parfait. Posez vos questions. Parfait. Vous avez entendu? 2 micros, un ici, un ici. Merci. Bonjour, ça va bien? J'ai une question parce qu'évidemment, quand je vois des innovations comme celle-là, puis je vois une partie de mes taxes et impôts être investis dans des recherches fondamentales, premièrement, je trouve ça merveilleux, mais ensuite, ce que j'aimerais, c'est avoir une application terrain pour pouvoir bénéficier de ces innovations-là. Et la question que je me posais, c'est la collaboration semble être assez compliquée parce qu'évidemment, il y a de la compétence provinciale, la santé est une compétence provinciale, mais vous êtes une agence fédérale. Bientôt, il va y avoir une agence provinciale également. J'essaie de réduire le politique parce qu'on sait que ça peut être une chicane, on en entend parler. Et ce qui serait intéressant, puis je me demandais si cette réflexion-là avait déjà été abordée sur comment passer de l'expérimentation à l'implantation en évitant ces enjeux politiques-là et ces embûches, peut-être de manière contractuelle, parce qu'on parle d'outils là, ici, et on ne parle pas de problèmes de gouvernance ou de... Puis je vais juste le dire comme ça, actuellement, on fait affaire avec un privé américain pour un gros dossier au Québec. Je vais juste le dire. Il y a peut-être moins de politique, là, mais il y a un contrat. Peut-être que c'est ça la clé. Je pose la question. Tu sais, puis non, mais c'est super pertinent comme question. Puis tu sais, nous, on est une agence, mais en plus, on n'est pas une agence en santé. Tu sais, on n'est pas Santé Canada en plus. Et nous, évidemment, notre objectif, c'est les soins de santé aux astronautes qui peuvent amener des bénéfices socio-économiques très crédibles. L'approche qu'on a prise et qu'on prend, c'est tout ce qui est développé, la propriété intellectuelle demeure avec l'entreprise. Et ensuite, on travaille avec d'autres joueurs, comme le Centre national de... On fait affaire beaucoup avec des petites et moyennes entreprises. Hein, c'est la majorité des compagnies biomédicales. Donc, avec le Centre national de recherche, le PARI, qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans la commercialisation. Donc, on les amène avec nous. On essaie de créer des réseaux. On va les introduire, par exemple, dans le cadre du défi. On avait des aviseurs des communautés, donc des infirmières qui travaillent dans les régions éloignées, qui ont rencontré chacun de nos finalistes pour travailler avec eux sur l'application de leur technologie. Fait que nous, on essaie de mettre en place des connexions. Donc, on essaie de construire les ponts, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire parce qu'évidemment, notre mandat de l'Agence spatiale canadienne, c'est la santé des astronautes, mais c'est important pour nous de le faire. Puis tu l'as dit, vos taxes servent à quelque chose. Puis on est très conscient de ça. Mais on est aussi conscient qu'on investit de manière importante. On parle, je vous parlais de mes modules connectés, l'interopérabilité, là. Un beau défi qu'on n'a pas réussi à régler depuis je ne sais pas combien d'années. Puis ça demande des investissements importants. Puis quand on regarde dans les provinces, il y a énormément de priorités, il y a énormément de problèmes.
nous, on s'est dit, on en a besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du heavy lifting, puis aller essayer de l'innovation rapide, importante pour créer quelque chose? Et on entend parler, là, des CIUS qui s'intéressent à ce qu'on fait, ce que nos compagnies font, des déploiements qui risquent de se faire dans le nord de l'Ontario pour appliquer. Fait que, tu sais, on essaie de créer des conditions qui vont le faire. Oui, question de suivi. Oui? J'ai une idée de même qui m'est apparue. OK? Le Canada s'occupe de nos infrastructures, ponts, transports en commun. OK? Ouais. Infrastructure pour le soutien numérique, pour s'assurer d'avoir de la donnée à l'ensemble de notre territoire. Ouais. Est-ce que cela pourrait être considéré comme un pont? Vous comprenez un peu l'idée, là? Oui, mais je vais vous dire une action qu'on va prendre, parce qu'encore une fois, Vas-y. Une chose, par exemple, que nos avocats me répètent tout le temps, Annie, reste dans ton carré de sable. Tu n'as pas le droit d'aller trop là-bas. Non, mais moi, je fais, mon carré de sable, tu ne le sais pas, mais il est en 3 dimensions. Et ce qu'on va faire, puis c'est l'Agence spatiale canadienne qui mène ça en ce moment. Là, tu vas me dire que c'est bureaucratique, gouvernemental, mais c'est un chemin qu'on connaît pour qu'on commence à tous se parler. Parce que, tu sais, pourquoi l'interopérabilité ne fonctionne pas, qu'on n'a pas rien? Souvent, c'est que les gens vont financer des choses tout seuls, puis ça, tu sais, on ne se parle pas. Il y a vraiment une volonté au niveau du gouvernement fédéral, là, je parle du gouvernement fédéral, de se parler, de se coordonner et d'investir de manière intelligente dans ce qui s'en vient. Tu me parles de données. Nous, on a besoin de données parce qu'on a besoin de créer de l'intelligence artificielle pour sauver nos astronautes. Donc on a besoin de données. On va regarder avec nos partenaires gouvernementaux fédéraux, puis faire OK. Puis là, après ça, on parle avec la défense. On a parlé en bilatéral. On a tous le même problème. Parlons-nous ensemble. Je suis une personne qui est orientée vers l'action. Donc, c'est pas simple. J'ai de la difficulté par moment. Mais on essaie de trouver des trucs à mettre en place pour que ça débloque et que cette interopérabilité-là, cet accès aux données-là puisse se faire. Puis c'est tellement complexe. Mais si on construit quelques ponts, c'est déjà un début, je pense. Je pense que là, on a un objectif commun de construire un pont. Mais bref, hein? Je pense que oui, on va poursuivre cette conversation-là, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans concrètement le chemin qui peut être pris. Mais là, je ne vais pas tout prendre le temps. Mais oui, je pense qu'on... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une autre petite question. Merci Mathieu. En fait, qui ne connaît pas Mathieu est à la tête du RQT, donc c'était normal qu'il apporte ces questions-là. Donc bravo, merci Mathieu. Donc Sylvain Charbonneau du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc notre CIUS a un mandat en santé mentale. On n'a pas parlé beaucoup de ça dans votre présentation. C'est un enjeu, je sais, majeur pour l'Agence spatiale canadienne. En fait, toutes les missions vers Mars, là, avec les durées. Et surtout, une fois établi là-bas, donc on parle de problématiques, évidemment, de santé mentale. J'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Oui, non, la santé mentale, tu sais, ça va surtout être majeur et critique pour les missions vers Mars, comme vous l'avez dit. Mais c'est déjà un enjeu sur la station spatiale, 6 mois d'éloignement. Et le type de solution qu'on essaie d'imaginer, ça fait référence aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le patient au centre. J'ai juste le mot « empower » en tête. Je pense qu'empouvoirment, j'ai entendu à la radio que ça allait devenir un vrai mot en français. Pas encore. Mais c'est à veille, je pense. C'est en devenir. On établit des ponts, des connexions, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, comment rendre le patient plus en contrôle? Donc, et pour la santé mentale, on a besoin que l'astronaute ait une conscience au niveau de sa santé mentale parce que ce n'est pas des données qu'ils vont vouloir partager. Donc, si on pense à un astronaute, hein, type de personnalité, les pilotes aussi, pilotes de chasse, hein,
Imaginez là, se faire dire, écoute, je ne suis pas sûre, tes données, tu n'iras pas te promener sur la Lune demain matin, c'est trop risqué. Ça peut arriver sur la station spatiale en disant, tu ne sortiras pas. Et les sorties en dehors de l'habitat, c'est ce que les astronautes préfèrent faire. Donc, fait que là, on a une situation au niveau de la santé mentale de ne pas vouloir partager cette information-là. Et c'est quelque chose aussi ici, hein, c'est encore un peu tabou, la santé mentale, même s'il y a beaucoup de progrès qui se font là-dedans, mais comment avoir des solutions qu'on va pouvoir monitorer et outiller la personne pour faire de la prévention, remarquer certains trucs. Et c'est là-dessus qu'on travaille, entre autres, pour s'assurer d'établir déjà un lien de confiance avec l'astronaute, comme quoi on a besoin, au niveau de la santé mentale, que ce soit optimal, parce que ça peut mener à des prises de décision inadéquates, des risques trop importants, dangereux pour la mission, parce qu'on s'entend qu'ils sont comme dans une canne de conserve, fait que tu ne sors pas quand tu veux, ou c'est très risqué. Donc c'est une approche qu'on essaie de faire, vraiment avec on regarde des applications, comment avoir des questionnaires ou des jeux, tu sais, le gamification, là, de jouer qui permet de voir le temps de réaction, mesurer le sommeil, le niveau de stress dans la voix, la reconnaissance faciale, des outils comme ça qui vont faire en sorte que les données vont pouvoir appartenir à l'astronaute sans nécessairement tout envoyer au médecin, donc pour essayer. Et là, c'est les niveaux, les seuils qu'il faut encore travailler. Tu sais, à quel moment tu l'envoies? Tu sais? À quel moment tu avertis qu'il y a un problème majeur? Tu sais? Fait qu'il y a peut-être des seuils qui vont se faire comme ça, mais c'est vraiment d'outiller. Puis quand on en parle avec des professionnels de la santé, cette idée-là d'amener le patient, là, nous c'est l'astronaute, dans son plan de prévention, il y a beaucoup de liens qu'on voit. Et je vous dirais que santé mentale, astronaute auprès des jeunes, c'est quelque chose, une sensibilisation qui fonctionne bien. Puis on l'a vu beaucoup en temps de pandémie, avec les jeunes, par exemple, qui questionnaient beaucoup dans ces périodes d'isolement et de confinement-là. Nos astronautes ont ne serait-ce que parlé. Puis il y a eu des app challenge, des défis à des applications qui ont été faits au niveau de la santé mentale. Fait que, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais non, c'est vraiment un enjeu important. Puis comme on est de plus en plus sensible à ça, en même temps avec nos astronautes, oui. D'autres interventions? Non? Bon. Waouh! Ben, merci. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour votre attention, les bonnes questions. Puis en espérant que ça vous ait plu. Oui, vraiment. Merci, merci beaucoup. Effectivement. Je quitte? Oui, s'il vous plaît. Je pense que vous avez rempli votre mission. On a des étoiles plein les yeux. On va garder les pieds bien sur terre. Je pense que vous nous avez donné plein d'opportunités pour poursuivre à notre échelle un petit peu le développement de la télésanté et puis offrir le meilleur aux usagers québécois. En vous écoutant, on a plein d'idées. Vraiment, n'hésitez pas à nous parler. On a un suivi virtuel en milieu de vie. Je suis sûre que sur une mission lunaire, ce serait impeccable. Il faut juste que le CIUS de l'Estrichus peut-être se coordonne un petit peu, tout ça, mais ça va le faire. Vous parliez de télédermatologie, PSV, on a tout ça. Donc, je pense que bientôt, on pourra mettre un petit drapeau québécois à côté du drapeau canadien que vous souhaitez mettre.